Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Asson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sommeil et de comment utiliser ce dernier afin d'améliorer son apprentissage, sa mémoire et sa créativité. On va commencer cet épisode avec 3 points qui sont essentiels à la fois pour l'apprentissage, pour la mémoire et pour la créativité. Le premier point. Tout d'abord, il est évident que nous avons besoin de dormir avant d'apprendre quelque chose de nouveau pour préparer notre mémoire à imprimer les nouvelles informations. Ensuite, deuxième point, nous avons besoin de dormir après avoir appris ces nouvelles choses afin qu'elles soient parfaitement imprégnées, cimentées en quelque sorte dans notre mémoire et donc que nous ne les perdions pas. Et enfin, troisième point, le sommeil permet à notre cerveau d'intégrer les nouvelles informations dans notre bibliothèque interne, on va l'appeler comme ça, et ainsi nous permettre de pouvoir faire des liens entre certaines informations, ce qui nous amène donc à pouvoir être créatifs. Vous l'aurez compris. Donc, on va aborder un peu plus en profondeur les points que l'on vient d'énoncer, et notamment les deux premiers. Donc, dormir avant d'apprendre, c'est le premier point. Hem, alors sur ça, pour ça, on va se baser, pour un exemple, en tout cas au début, sur une étude qui a été faite. Cette étude, on avait 2 groupes de personnes. Le premier groupe, il avait une nuit complète de sommeil. Le second groupe, il était en manque de sommeil, hein. Volontairement, les chercheurs ont fait en sorte que le deuxième groupe n'ait pas suffisamment de sommeil, voire n'ait pas du tout de sommeil. Et ce que les chercheurs, ont ensuite tenté, de faire, c'est, ils ont tenté de faire apprendre aux participants des images ou du texte, puis ils ont testé l'apprentissage de ces images et de ces textes, hein, la mémoire, heu et la conclusion de cette étude, c'est que peu importe que ce soit des images, du texte ou autre chose qu'il fallait apprendre, la capacité du cerveau à apprendre de nouvelles informations lorsque nous sommes en manque de sommeil diminue de 20 à 40 par rapport à si nous avons bien dormi. Donc cette étude, elle nous montre l'importance encore une fois du sommeil, et donc cette fois-ci pas seulement pour des raisons physiques, mais pour des raisons cognitives, si vous voulez apprendre de nouvelles choses. Et c'est évidemment ce que vous faites, notamment en écoutant ce podcast, par exemple, et en étant un étudiant pour la vie, eh bien, vous avez besoin de bien dormir. Par conséquent, notre système scolaire qui force les élèves à se lever très tôt, il est mauvais, hein, en ce sens que ceux qui ont un chronotype neutre du soir ou du soir extrême se voient finalement désavantagés par rapport aux autres sur leur capacité d'apprentissage. Il faudrait donc commencer les cours plus tard pour permettre en fait à tous les élèves d'apprendre et de retenir les informations qui leur sont données par leurs professeurs. Alors oui, vous allez dire, que, ben, moi je suis un peu, c'est un peu marrant que je souligne ce point-là, sachant que je suis un matinal extrême et que donc je fais partie des gens à qui le système scolaire ne pose pas trop de problèmes en termes d'horaire. Mais, effectivement, je pense que, ben, il y a quand même une grosse partie des élèves, qui, sur les premières heures de cours, n'ont tout simplement pas les moyens d'apprendre correctement ce qui leur est, donné comme information, justement parce qu'ils n'ont pas le bon, enfin voilà, parce qu'ils ont pas dormi en fonction de leur chronotype et donc ils ont pas un sommeil optimal. Ce qui peut poser, évidemment, des problèmes,
d'apprentissage, tout simplement, et ce qui peut donc avantager les types matinaux extrêmes et matinaux qui, eux, auront beaucoup moins de problèmes à fonctionner dès 8 heures du matin à plein régime. De plus, le manque de sommeil provoqué par les études scolaires, ça augmente les risques d'accidents de la route chez les jeunes et ça diminue donc leur espérance de vie. Donc régler ce problème de manque de sommeil, il permettrait d'augmenter aussi la sécurité et l'espérance de vie de nos jeunes, ce qui est somme toute une bonne idée. Après, bien sûr, il faut quand même que nos jeunes, ils aient la volonté de dormir suffisamment. Mais voilà, étant donné que en plus à l'adolescence, et même pour ceux qui seront plus tard des types matinaux extrêmes et des types matinaux, à l'adolescence, on a tendance à vouloir dormir plus longtemps, dormir plus tard, et donc vraiment le système scolaire n'est pas du tout adapté. Et puis comme à l'adolescence, c'est là où on commence à aller faire des soirées, des trucs comme ça, eh bien, c'est quand même pas forcément idéal, d'avoir ce type de système scolaire. Mais bon, nous ne sommes pas ministre de l'éducation, nous ne sommes pas le gouvernement, nous pouvons juste constater les choses, essayer peut-être de les faire bouger, mais c'est pas nous qui avons les rênes. Ensuite, quand on fait des études, et notamment des études supérieures, comme une prépa ou médecine par exemple, il n'est absolument pas intéressant de sacrifier des heures de sommeil dans le but de pouvoir apprendre et revoir plus de choses. Car bien que cela n'impacte pas beaucoup la mémoire sur le très court terme, ce n'est quand même pas la même histoire pour le long terme. Concrètement, si vous bachotez pour des examens, un mois après ces derniers, vous aurez déjà pratiquement tout oublié, ce qui n'est pas vraiment optimal pour des études supérieures. Ça peut marcher au collège ou au lycée, mais après ça, ça devient plus dur. Sauf que, bien sûr, au collège et au lycée, vous avez beaucoup de temps pour travailler en finissant tous les jours à 16 heures. Alors oui, des fois vous finissez à 18, mais bon, moi je me souviens de mes semaines au lycée, je peux vous dire qu'elles me manquent parce que quand on compare ça à la prépa, franchement c'était pas mal le lycée. Mais dans les études supérieures, où on a besoin justement de retenir les informations sur le long terme, parce que on va littéralement avoir besoin de ces informations pour notre futur métier, que ce soit en prépa, en médecine ou dans tout autre, à la fac, et cetera, dans toute licence ou master que vous pouvez faire. Vous avez besoin de retenir les informations. Donc, c'est pas forcément optimal de bachoter juste pour les partiels ou juste pour, les concours et puis d'avoir tout oublié derrière parce que, bah, ça va, vous retomber dessus finalement à la fin de vos études. En plus donc de vous mettre, un gros stress, une grosse pression et de, réduire votre sommeil, votre temps de sommeil et de vous mettre dans potentiellement en plus de mauvaise humeur. Une chose qui est intéressante, et en particulier si vous passez, une moins bonne nuit que d'habitude, ça peut-être par exemple à cause des examens à venir d'ailleurs, c'est de prévoir vos périodes d'apprentissage aux alentours du pic de votre rythme circadien. Pic de votre rythme circadien qui correspond au moment où vous allez être le plus aiguisé mentalement et ainsi le moment où vous allez le mieux performer pour des tâches mentales. Et ce pic, il dépend bien sûr, encore une fois, de votre chronotype. Hem Et de plus, dans l'après-midi, après l'hypoglycémie postprandiale, pardon, il y a une seconde fenêtre de tir pour votre apprentissage et votre mémoire. Donc ici, on a parlé de chronotype déjà plusieurs fois au cours de cet épisode. J'ai fait bien sûr des épisodes du podcast. J'ai fait des épisodes du podcast où on en parle plus en détail, mais globalement, c'est hyper important que vous connaissiez votre chronotype afin de pouvoir avoir le bon timing, c'est-à-dire les horaires qui sont optimaux pour vos horaires de coucher et vos horaires de lever et pour vous adapter au mieux à ces horaires de coucher et de lever tous les jours et d'être régulier. Heu et pour ce qui est de l'hypoglycémie postprandiale, hein, c'est donc le fameux crash de l'après-midi.
après le repas généralement, et c'est entre 13 heures et 16 heures généralement. Eh bien, sachez qu'une fois que vous êtes sorti de ce crash, de cette hypoglycémie postprandiale, il y a une seconde fenêtre de tir qui vous permet d'avoir encore le cerveau suffisamment aiguisé, heu et capable donc d'imprimer de nouvelles informations et d'améliorer donc votre apprentissage de nouvelles choses et également donc votre mémoire. Donc ça, c'était pour dormir avant d'apprendre. Maintenant, nous allons passer donc au deuxième point, qui est donc dormir après avoir appris. À quoi ça sert de dormir après avoir appris? Eh bien, tout simplement, ça permet de cimenter les informations et de faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Hem, Par exemple, pour la mémorisation de faits, d'informations, style un texte, etc., Heu, le sommeil profond non paradoxal, c'est la phase du sommeil qui est cruciale. Cette phase du sommeil, elle permet d'envoyer les souvenirs de, l'hippocampe, mémoire courte, information vulnérable. C'est un peu comme la RAM, d'un PC. Donc c'est la RAM du cerveau, hein, en quelque sorte, l'hippocampe. Donc cette phase de sommeil profond non paradoxal, ça permet d'envoyer l'information de l'hippocampe vers le cortex, qui est le site de stockage long terme dans notre cerveau. Et donc, pour refaire l'analogie avec eh bien, les ordinateurs, c'est un peu comme le disque dur, en quelque sorte, de notre machinerie. Donc, le sommeil profond non paradoxal qui arrive le plus souvent, et en tout cas la majorité de votre sommeil profond non paradoxal va arriver dans la première moitié de votre nuit. Donc, c'est très important de bien dormir dans cette première partie de la nuit afin de pouvoir donc ancrer les informations qui sont donc pour la mémorisation des faits et d'informations du type texte. Par exemple, pour l'envoyer de l'hippocampe, qui est la RAM de votre cerveau, vers le cortex, qui est le disque dur. Sommeil profond donc, qui n'est pas juste utile pour, la récupération physique et la réparation des muscles et générer leur mode de croissance et cetera, et pas que les muscles, hein, les tissus en général, mais donc aussi pour la mémoire, c'est très important. Ensuite, il existe aussi un phénomène appelé la paralysie du sommeil, dont peut-être certaines personnes écoutant ce podcast souffrent. Paralysie du sommeil qui intervient à votre réveil et dont la probabilité de survenir augmente si vous êtes en manque de sommeil, si vous êtes exposé à une haute dose de stress ou bien si vous avez consommé de l'alcool l'avant-veille. Comme nous en avons discuté dans un précédent épisode du podcast, eh bien, l'alcool, il est très fort pour bloquer votre sommeil paradoxal. Donc, si vous buvez le lundi soir et que vous ne buvez pas le mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, votre corps va désespérément vouloir avoir du sommeil paradoxal, pouvant donc amener à cette paralysie du sommeil, puisque pendant cette phase de sommeil paradoxal, on en a déjà discuté, mais en gros, votre corps, il est immobile, votre cerveau, il bloque tout, il immobilise absolument tous vos muscles pour éviter que vous partiez avec vos rêves. Et des fois, c'est pas plus mal, hein, vu les rêves absolument fous qu'on peut faire. Voilà, puisque comme dans cette phase de sommeil paradoxal, voilà, c'est là où vous allez rêver en général. Votre corps, il bloque tout comme ça pendant vos rêves. Vous allez pas taper votre voisin, vous allez pas taper le mur ou tomber du lit. Vous allez rester en votre position et vous allez juste peut-être faire quelques bruits, hem, quelques gémissements. Mais donc, heu, c'est en fait la paralysie, du sommeil. Elle est très simple. C'est un phénomène assez simple, hein. Concrètement, vous vous réveillez, vous pouvez ouvrir les yeux et voir votre environnement, mais votre corps refuse de bouger tout simplement. Et cela, eh bien, c'est lié donc au fait que lorsque vous êtes dans une phase de sommeil paradoxal, comme je vous l'ai dit, et que vous rêvez, votre corps, il bloque tous vos muscles et vous immobilise afin de vous éviter des problèmes. Et la paralysie vient donc du fait que notre corps n'a pas relâché les muscles comme il le fait habituellement avant que vous vous réveilliez.
Donc, ça veut dire que cette paralysie du sommeil, c'est un peu comme si vous êtes éveillé, mais votre corps, lui, il est toujours en mode sommeil paradoxal. Donc, il bloque toujours tout le corps, vous n'êtes pas en mesure de bouger, et pourtant, vous pouvez voir ce qui se passe autour de vous. Et je n'ai personnellement jamais expérimenté ce phénomène, mais ça a l'air quand même assez stressant. Très clairement, j'ai déjà entendu des témoignages, et c'est une situation qui doit être quand même assez déplaisante. Donc, encore une fois, ça peut être augmenté, la probabilité que ça arrive peut être augmentée en cas de manque de sommeil, de stress à haute dose, ou bien de consommation d'alcool l'avant-veille de votre nuit. On va ensuite passer à un troisième point. Troisième point qui est le lien entre le sommeil et l'apprentissage d'une capacité physique. Donc, on va encore une fois partir sur des études. Étude dans laquelle donc tous les participants vont apprendre une compétence motrice, donc généralement un schéma de mouvement qu'ils vont devoir répéter. Et il a été constaté que la simple répétition des mouvements rendait les participants meilleurs. Ça, bien sûr, c'est un fait qui est assez connu. Les Anglais, ils ont leur fameuse phrase Practice makes perfect. Euh, le simple fait de répéter un exercice, et surtout une compétence motrice, ça va vous permettre de devenir meilleur, tout simplement. Heu, Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans cette étude? Eh bien, ils ont encore une fois séparé les participants en 2 groupes. Le premier, il passe les 12 heures suivantes, éveillé, puis ils sont testés à nouveau sur l'exécution des mouvements. Donc, on leur fait apprendre la compétence motrice. Pendant 12 heures, ils font leur vie en étant éveillés. Et puis, on les teste à nouveau sur ce qu'ils ont appris un peu plus de 12 heures auparavant. Le second groupe, en revanche, il va aussi avoir 12 heures entre la fin de l'apprentissage, du premier apprentissage et le début du second test, enfin du test. Sauf que dans ces 12 heures, ils vont avoir 8 heures de sommeil. Donc, ils vont apprendre leur capacité physique, ils vont faire leur truc pendant quelques heures, ils vont dormir 8 heures, ils vont se réveiller, faire quelques trucs, et puis ils vont être testés à nouveau. Et donc, quels sont finalement les résultats des tests? Eh bien, pour le premier groupe donc qui n'a pas dormi sur les 12 heures suivantes, eh bien, on ne constate aucune dégradation, mais pas non plus d'amélioration des performances. En revanche, pour le second groupe, il y a une amélioration de la vitesse d'exécution de la tâche de l'ordre de 20% et une amélioration de la précision des mouvements de 37%, de l'ordre de 37%, ce qui est donc absolument non négligeable, hein. Ce sont quand même des chiffres assez, des nombres assez conséquents d'avoir la possibilité donc d'augmenter ses capacités à exécuter une tâche de 20% pour la vitesse et de presque 40% pour la précision. Donc, pour apprendre, euh, pour apprendre une capacité physique, il y a besoin de temps, mais il y a avant tout besoin de temps de sommeil. Donc, pour revenir sur la phrase des Anglais, practice makes perfect, il faudrait plutôt dire practice and sleep make perfect. Parce que c'est du temps de sommeil dont on a besoin pour pouvoir se perfectionner à l'exécution d'une tâche. Cependant, les bénéfices qui ont été obtenus par le second groupe, ils peuvent être obtenus par les membres
du premier groupe, non pas la première, mais lors de la deuxième nuit après l'apprentissage de la compétence. C'est-à-dire que concrètement, on leur fait apprendre une compétence le soir, ils passent 12 heures sans dormir, alors que d'habitude ils dormaient, donc en gros ils sont un peu en manque de sommeil ou quoi. Et puis la nuit d'après, ils retournent dans leur lit tranquillement, ils passent leur nuit de sommeil, et le lendemain, ils retestent encore leur capacité physique, et ils peuvent donc avoir ces améliorations en termes de vitesse et de précision grâce à la deuxième nuit. Par contre, une fois qu'on commence à aller encore plus loin, là, il y a bien sûr plus de bénéfices, et puis le manque de sommeil risque de vous emporter, très profondément dans le dans le délire peut-être, mais surtout, dans une, incapacité potentiellement à réaliser la tâche physique. Ensuite, pour mettre un point au clair, pour l'apprentissage de faits, il n'y a pas d'amélioration, simplement une consolidation de la mémoire grâce au sommeil. Sinon, s'il n'y a pas de sommeil, il y a un effacement, tout simplement, de l'information. Mais pour ce qui est des capacités physiques, le sommeil, il améliore votre apprentissage de cette capacité. Donc quand vous apprenez quelque chose que vous avez, enfin voilà, apprendre quelque chose grâce à un texte, à quelque chose que vous pouvez lire, etc., comme dans un livre ou peu importe où est-ce que vous lisez d'ailleurs, eh bien, le sommeil va permettre simplement de stocker l'information, de la consolider dans votre mémoire, mais il va pas vous permettre euh, d'améliorer l'apprentissage de cette chose, contrairement à lorsque vous allez apprendre une capacité physique où là, il va vous permettre d'être meilleur. La question devient alors, est-ce que c'est la nuit ou bien c'est simplement le fait de dormir qui apporte ces bénéfices d'apprentissage d'une capacité physique? Dit autrement, est-ce que ces bénéfices peuvent être acquis si on dort pendant la journée ou faut-il absolument dormir la nuit? Pour répondre à cette interrogation, eh bien, évidemment, une étude a été menée avec des siestes dans la journée. Les expériences étaient donc les mêmes que l'étude précédente, c'est-à-dire apprendre une séquence de mouvements, mais au lieu d'avoir une nuit entière de sommeil pour le second groupe, eh bien, ce second groupe n'avait plus qu'une sieste. Et quels sont les résultats? Eh bien, les résultats de cette expérience sont les mêmes que pour la précédente. Les participants ayant bénéficié d'une sieste ont eu les bénéfices sur leur apprentissage de la compétence motrice. C'est donc le sommeil en général, peu importe le moment de la journée, qui permet au final la consolidation et l'amélioration d'une capacité physique. Et de plus, plus la capacité est difficile à acquérir, plus elle est technique, plus le sommeil joue un rôle déterminant dans la consolidation de l'apprentissage de cette compétence. Donc, une chose qui est très intéressante ici, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre la nuit et d'attendre votre nuit de sommeil de 7 à 9 heures de sommeil pour pouvoir consolider votre apprentissage d'une compétence technique. Ça peut être lancer correctement la balle au tennis, ça peut être ou au baseball ou au basket, ou ça peut être jouer d'un instrument de musique. Vous pouvez simplement utiliser des siestes, et ça, c'est un point qui est quand même assez intéressant. Euh, Donc, faire une sieste, ça vous permet d'améliorer vos capacités à exécuter une tâche plus vite et de manière plus précise. Et un autre truc qui peut marcher, hein, ça peut être un NSDR aussi à la place d'une sieste. NSDR pour Non-Sleep Depressed. Et si vous en cherchez un en français, il y en a un sur la chaîne de disponible. Vous allez dans l'onglet podcast, vous cliquez sur le podcast des 4 piliers et c'est la toute première vidéo, le NSDR en français. Ensuite,
Si vous êtes physiquement actif durant votre journée, vous allez améliorer la qualité de votre sommeil. En particulier, vous allez améliorer la qualité de vos phases de sommeil profond. Il y a des différences subtiles entre les types d'activités physiques performées, endurance ou résistance, mais en général, tout le monde l'a déjà expérimenté. Lorsqu'on fait une longue randonnée ou lorsqu'on jardine pendant des heures pendant notre journée, quand vient le moment de se coucher, on sait qu'on va dormir comme un bébé, on le sait au fond de nous. On est tellement fatigué qu'on se dit: «Je vais m'endormir dès que je vais poser la tête sur l'oreiller» et donc c'est intéressant parce qu'il y a une amélioration donc de la qualité de votre sommeil profond et on a vu que le sommeil profond, il était très intéressant. Il était, très intéressant pour eh bien, la mémorisation, pour, eh bien, la mémorisation, des faits et cetera et des informations de type texte. Cependant, cette amélioration du sommeil profond, elle pourrait survenir au détriment d'une partie de votre sommeil paradoxal. Néanmoins, il ne faut pas s'inquiéter, votre corps, c'est une machine formidable qui va tout faire pour récupérer le sommeil paradoxal «perdu» entre guillemets sur les nuits suivantes. Il s'adapte, tout simplement. Heu, tout comme les phases les phases de sommeil diffèrent d'un individu à l'autre, dans leur timing, leur durée et cetera, eh bien, elles changent aussi d'une nuit à l'autre pour un même individu. Il y a certaines nuits où vous allez avoir 25 de sommeil paradoxal et 20 de sommeil profond et puis il y a des nuits où vous allez avoir 15 de sommeil paradoxal et 25 de sommeil profond. Votre corps, il s'adapte et si vous lui donnez des horaires réguliers, si vous optimisez, votre sommeil eh bien, lui, votre corps, il prend ce dont il a besoin au fur et à mesure. Bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens. L'activité physique, elle améliore votre sommeil et votre sommeil améliore vos performances pour vos activités physiques du jour suivant, hein. C'est un cercle vertueux, bien sûr. Si vous êtes en manque de sommeil, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser toute l'énergie disponible dans vos muscles. Le temps aussi jusqu'à atteindre la fatigue musculaire sera plus court. Vous atteindrez votre fatigue musculaire plus vite et la motivation de votre cerveau aussi à faire du sport, et donc votre motivation, elle sera grandement diminuée. Vous aurez pas forcément très envie de faire du sport et enfin, les risques de blessures augmentent également avec le manque de sommeil et c'est pourquoi le sommeil, il est si important et que c'est probablement le plus important des 4 piliers de la santé. Il faut bien dormir, tout simplement. En outre, le sommeil est certainement le médicament le plus efficace pour les performances athlétiques et qui est malheureusement trop souvent négligé. Donc, il est très intéressant d'éviter d'être trop souvent en manque de sommeil parce que le manque de sommeil, ça va vous démotiver, hein. On l'a tous déjà vécu, on a tous déjà fait des nuits blanches ou des nuits très courtes. Et le lendemain, on a tout sauf envie d'aller faire du sport, on a tout sauf envie d'aller même faire un sport qu'on adore, c'est-à-dire, par exemple, vous adorez faire du foot, bah, le lendemain, vos potes, ils vous appellent, vous avez passé une nuit blanche ou une nuit de 3 heures, vous n'avez pas forcément envie d'aller jouer au foot, vous avez envie de juste de rester assis et de rien faire de la journée, ou même de rester allongé. Donc vous allez pas du tout avoir la motivation, puis vous aurez moins d'énergie et puis comme on l'a dit, lorsque vous ferez par exemple des séances de musculation, eh bien la fatigue musculaire arrivera plus vite, ce qui est un peu dommage et qui peut, notamment, eh bien, perturber, vos gains, tout simplement. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est que si vous traquez votre sommeil de manière quotidienne grâce à une montre, un bracelet, une bague ou tout autre appareil, et que cela engendre de l'anxiété chez vous, vous pouvez faire 2 choses. Premièrement, vous ne pouvez, n'ouvrir finalement l'application liée à votre appareil
qu'une seule fois dans la semaine plutôt que tous les matins. Par exemple, vous pouvez l'ouvrir tous les dimanches. Heu et comme ça, vous pouvez continuer à traquer votre sommeil, avoir vos tendances sans finalement être anxieux tous les matins par rapport à la nuit que vous venez de passer. Ça peut être une bonne stratégie, c'est peut-être celle qui est, la plus recommandée, quand même pour éviter cette anxiété parce que ça vous permet quand même de voir vos tendances, de voir la tendance de votre fréquence cardiaque au repos, de votre variabilité de la fréquence cardiaque aussi, et puis de voir vos tendances, vos scores de sommeil, et puis, la durée finalement de vos nuits et cetera, sans générer beaucoup d'anxiété ou en tout cas ça en générera que le dimanche et pas tous les jours de la semaine. Ce qui pour le long terme, évidemment d'un point de vue santé, éviter d'être anxieux et stressé tous les jours, c'est toujours un plus. Maintenant, le deuxième point, c'est que si malgré le premier point, vous êtes toujours anxieux par rapport à votre sommeil, alors la solution c'est tout simplement d'enlever votre appareil, de le ranger dans un tiroir ou dans un placard pour pouvoir reprendre confiance dans votre sommeil grâce aux différents protocoles discutés dans les précédents épisodes du podcast. Puis, une fois que c'est fait, vous pouvez essayer à nouveau de traquer votre sommeil. Une fois que vous avez donc repris un rythme de confiance avec votre sommeil, que vous avez l'impression, en tout cas, de bien dormir, de passer de nouveau des bonnes nuits et que vous n'êtes pas trop stressé. Parce que cette anxiété, elle peut notamment se manifester avant de vous endormir, donc ça veut dire que vous allez mettre plus longtemps à vous endormir parce que vous allez vous dire: «Oh mince, je vais encore, si je m'endors pas rapidement, je vais encore mal dormir» et cetera et puis ça peut aussi intervenir au milieu de la nuit, si vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous vous dites que vous regardez l'heure, hein, et que vous dites: «Il est 3 heures du matin, il faut que je dorme» et cetera et ça peut vous emmener dans un cercle vicieux qui va faire que, ben, vous allez pas du tout réussir à vous endormir. Donc concrètement, déjà, ça c'est un point dont on a déjà parlé dans le podcast, mais n'ayez pas n'ayez pas de moyen de connaître l'heure dans la pièce dans laquelle vous dormez. Pas d'horloge, pas de réveil, pas de téléphone. Rien. Vous ne devez pas être en mesure de savoir quelle heure il est quand vous vous réveillez dans la nuit parce que ça peut justement générer cette anxiété euh, qui peut être très mauvaise et nuire à la qualité de vos nuits. Le dernier point de cet épisode, pardon, sur eh bien, l'apprentissage, la mémoire et la créativité, c'est donc le lien entre le sommeil et la créativité. Concrètement, ça fait assez, longtemps, hein, dans la science que l'on sait, dans la littérature scientifique, que le sommeil, ça permet aux personnes d'avoir de nouvelles idées, d'être plus créatives, hein. On connaît tous la fameuse expression: «La nuit porte conseil». De plus, il y a de nombreux exemples dans les sciences, de personnages qui ont utilisé, volontairement ou non d'ailleurs, le sommeil, les rêves, pour en venir à créer de nouvelles choses, comme par exemple le tableau périodique des éléments, qui est venu, heu, eh bien, à l'idée, son organisation, est apparu dans un dans un ou des rêves de son créateur. Dans la musique aussi, on a eu ce phénomène-là, hein, avec, Paul McCartney, un des membres, évidemment des Beatles, qui s'est déjà exprimé sur le fait que certaines mélodies de musique, lui sont venues dans son sommeil, musique, à peine connues comme Help ou Let It Be. Afin aussi de pouvoir utiliser le sommeil correctement pour avoir des idées, pour être plus créatif, une chose à ne pas faire et qui en plus sera très bonne pour votre santé mentale, c'est de consulter votre téléphone dès le réveil et en particulier vos messages et les actualités dans les 30 premières minutes de votre journée. C'est une idée
de merde, concrètement, c'est la pire idée que vous puissiez avoir. Vous réveiller et directement allumer votre téléphone, aller voir vos messages sur les réseaux sociaux, aller voir les actualités, etc. dans la première demi-heure de votre journée. C'est vraiment une très très mauvaise idée. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce faisant, vous pouvez en quelque sorte vous asseoir avec vos pensées concernant la journée à venir, concernant celle de la veille, et ainsi ça peut vous permettre d'avoir une idée qui vient peut-être d'un rêve que vous venez d'avoir. En revanche, il n'est pas nécessairement utile d'essayer à tout prix de se souvenir de ses rêves de la nuit précédente, mais plutôt de laisser ses pensées arriver et les écouter, puis de noter des idées qui vous sont venues si elles vous semblent pertinentes. Une dernière chose qui semble assez intéressante pour, heu, pour essayer de se souvenir peut-être un peu mieux de ses rêves, même si on vient de dire que c'est pas obligé de le faire, si vous avez vraiment envie de le faire, ça peut être dès que vous vous réveillez, vous ne vous levez pas, vous restez immobile, les yeux fermés et vous laissez comme ça, vous êtes éveillé, vous êtes conscient, mais vous laissez un peu vous écoutez votre tête, vous écoutez un peu vos sensations et vous vous demandez et vous laissez un peu tout ça revenir et ce faisant, en ayant cette position immobile, les yeux fermés, tout en étant réveillé, ça peut vous permettre de vous souvenir d'un des rêves ou de tous les rêves que vous avez pu faire pendant la nuit et quand vous êtes sûr que vous vous souvenez bien, bien de ce rêve, vous pouvez ouvrir les yeux, vous réveiller, vous lever et immédiatement le noter dans un carnet ou sur une feuille de papier ou sur votre ordinateur. C'est une technique qui peut marcher, heu et le fait de noter ses rêves comme ça peut vous permettre il n'y a pas vraiment de science des rêves, il n'y a pas de symbolique particulière, heu, pour les rêves. C'est pas parce que, vous avez les mêmes symboles qui apparaissent dans vos rêves qu'une autre personne que ça signifie la même chose pour vous, hein. C'est très, indépendant et c'est très subjectif, hein. Ça dépend bien sûr de vos expériences, de tout ce que vous avez vécu. Un chat, ça peut représenter, une chose pour vous et une chose complètement différente pour une autre personne, basée sur vos expériences, bien sûr. Mais en tout cas, noter ses rêves, les relire de temps en temps, peut vous permettre, de voir, qu'est-ce qui occupe finalement votre cerveau, heu, que votre cerveau a besoin, que vous vous rappeliez ou qu'est-ce qui est, voilà, au premier plan dans votre cerveau, heu, en général, voilà. Qu'est-ce que votre cerveau, essaie de vous dire en quelque sorte? Il essaie de vous mettre un peu certaines idées, certains concepts, heu, en avant, peut-être pour que vous vous en occupiez parce que ce sont des choses importantes dans votre vie et cetera. Hem et encore une fois, c'est très, très, individuel. Mais ça peut être une pratique intéressante donc de noter ses rêves et de les analyser en quelque sorte, hein. Il n'y a pas besoin d'un professionnel, et en plus, je parle là pour une fois par expérience, c'est pas parce que vous faites des rêves très, très, très bizarres qui n'ont aucun sens quand vous êtes en train de les vivre et qui n'ont aucune possibilité de se réaliser dans la vraie vie, hem c'est pas parce que vous faites des rêves comme ça qu'il y a pas de message caché derrière. Vous pouvez faire des rêves qui partent dans tous les sens, mais avec un fil conducteur au final et vous pouvez, l'analyser comme ça et vous dire: «OK, ce rêve il parlait de ça, ça, ça». Bref, cet épisode sur les liens entre le sommeil, la créativité, l'apprentissage et la mémoire touche à sa fin. Je vous remercie, d'avoir passé, eh bien
ce nouvel épisode du podcast des 4 piliers avec moi. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre intérêt dans les sciences, pour votre intérêt dans votre santé. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers et je vous souhaite une excellente journée.